personne ne conteste le changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Une augmentation de température d'1,2 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel et des prévisions qui pourraient atteindre le double du seuil d'1,5 degré Celsius si des actions significatives ne sont pas entreprises rapidement. Ces dernières années, les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de 6%, soulignant la nécessité urgente de réduire les émissions de 45% d'ici 2030 pour respecter l'objectif d'1,5 degré Celsius. Si le réchauffement dépasse 1,5 degré Celsius, 99% des récifs coralliens pourraient être perdus. Ces récifs abritent 30% de la vie marine, et leur disparition entraînerait des conséquences dévastatrices sur la biodiversité marine. Les catastrophes climatiques ont forcé environ 30 millions de personnes à quitter leur domicile, soit 3 fois plus que les personnes déplacées par les conflits armés. Environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction en grande partie, en raison du changement climatique et de la destruction des habitats. Face à cette situation, l'Europe a mis en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2023. Ce dispositif stipule qu'à partir du 1er janvier 2026, les entreprises africaines, entre autres, ne pourront exporter vers l'Union européenne qu'en compensant les émissions de carbone générées par leurs produits. Pour s'y conformer, ces entreprises devront acquérir des certificats carbone selon les tarifs déterminés par le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Certes, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne concerne dans l'immédiat que 6 secteurs de l'économie. Le fer et l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'hydrogène et l'électricité. Mais si nous, les Africains, nous mordons à cet appât, nous finirons par avaler l'hameçon qui englobe tous les autres secteurs. On veut à tout prix nous présenter ce mécanisme comme un moyen d'encourager une production industrielle plus respectueuse de l'environnement dans les pays tiers, mais la réalité est plus complexe. En fait, ce mécanisme sert principalement à protéger l'économie européenne des exportations africaines, agissant comme une barrière à l'entrée. En crise, l'Europe cherche à réduire la concurrence, en particulier des pays à faible coût de production comme ceux d'Afrique. La taxe carbone impose un fardeau financier supplémentaire aux pays africains qui doivent d'abord répondre à des priorités fondamentales avant de pouvoir investir dans des technologies de décarbonisation. En revanche, les recettes générées par la vente des certificats de carbone profitent aux pays européens et elles devraient atteindre environ 20 milliards d'euros d'ici 2030. C'est pour cela que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières n'est rien d'autre qu'un mécanisme d'appauvrissement carbone aux frontières. L'Afrique ne contribue qu'à 5 à 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon les données de l'Organisation des Nations Unies, alors que les pays industrialisés génèrent près de 45% des émissions mondiales. En 2021, les émissions par habitant en Afrique subsaharienne s'élevaient à environ 0,9 tonnes de CO2, tandis que des pays comme l'Allemagne atteignaient environ 9,5 tonnes par habitant, illustrant un écart significatif. Au Maroc, les émissions par habitant étaient d'environ 1,2 tonnes, alors que celles de la France tournaient autour de 10 tonnes. En Éthiopie, les émissions étaient d'environ 0,3 tonnes, tandis que le Royaume-Uni enregistrait près de 5,7 tonnes par habitant. Au Nigeria, les émissions étaient d'environ 1,7 tonnes, tandis qu'un pays comme l'Italie affichait près de 7,5 tonnes par habitant. Il est donc injuste de pénaliser l'Afrique pour des émissions qu'elle n'a pas générées. Des mesures comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne font que renforcer les inégalités existantes. Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Copenhague en 2009, COP 15, les pays industrialisés, y compris les nations européennes,
ont enfin reconnu leur responsabilité dans la dégradation climatique qui frappe particulièrement l'Afrique. Un des résultats phares de la COP15 a été la promesse collective de fournir 100 milliards de dollars par an pour compenser les préjudices infligés aux pays en développement pour les fleurs qu'ils ne reverront plus, les oiseaux qui ne reviendront pas et les arbres qui dépérissent inexorablement. Dans les faits, les dédommagements effectués restent en deçà des promesses. En outre, ces nations récupèrent subtilement les compensations promises en nous proposant leurs technologies de décarbonisation, telles que les solutions solaires, les éoliennes, ainsi que les systèmes de cogénération et trigénération. Cela crée un marché lucratif pour ces pays, leur permettant de commercialiser leurs produits en matière de durabilité tout en réalisant des bénéfices considérables, souvent au détriment des priorités économiques des pays africains. Les pays industrialisés vantent les mérites des voitures électriques, prétendant qu'elles représentent la solution miracle pour réduire les émissions en Afrique. Mais en réalité, ce n'est qu'un tour de passe-passe. Au lieu de réduire les émissions, on les déplace simplement. Pour les voitures à essence, les émissions directes sont en scope 1, tandis que celles liées à la production du carburant sont en scope 3. Avec les voitures électriques, l'électricité achetée pour la recharge est comptabilisée en scope 2 et les émissions de production des batteries restent en scope 3. Ainsi, même si la répartition change, le volume total d'émissions ne diminue pas. Les émissions du transport auraient pu être réduites pour l'Afrique si les batteries étaient chargées par des énergies renouvelables et si les Africains produisaient eux-mêmes leurs voitures. Plusieurs pays africains sont tombés dans le piège en se précipitant pour équiper leurs administrations de voitures électriques. Pourtant, ces administrations ne méritent ni voitures à carburant, ni électriques, tant elles sont gangrenées par l'inefficacité et une gestion défaillante des ressources publiques. Investir dans ces véhicules, sans avoir d'abord résolu les problèmes structurels et de gouvernance, ne ferait pas évoluer les économies africaines. Les pays industrialisés nous présentent les projets photovoltaïques en Afrique comme des avancées spectaculaires en matière de durabilité. Mais ils omettent de nous dire que ces panneaux solaires, d'une durée de vie moyenne de 25 à 30 ans, génèrent des déchets contenant des matériaux tels que le verre, le silicium, qui sont considérés non biodégradables, et des métaux lourds comme le plomb et le cadmium qui empoisonneront nos rivières. Et dans quelques années, ils nous proposeront des technologies pour gérer ces déchets, et comme toujours, nous nous empresserons de les acheter. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les pays industrialisés se tournent de plus en plus vers les forêts africaines pour compenser leurs émissions de carbone en Afrique. Cependant, cette stratégie cache une réalité inquiétante, l'acquisition silencieuse des terres africaines par des intérêts étrangers. En Ouganda, des milliers de personnes ont été déplacées pour faire place à des plantations d'arbres financées par des programmes de compensation carbone. Au Congo, les communautés locales voient leur accès restreint à des ressources telles que le bois, les plantes médicinales et la chasse, qui sont des sources vitales de revenus et de nourriture. Au Mozambique, des populations ont été marginalisées et n'ont pas reçu des bénéfices tangibles, alors que les crédits carbone générés sont vendus sur les marchés internationaux. Ce phénomène souligne un impérialisme écologique qui reproduit des schémas coloniaux sous une forme plus subtile. Avant toute stratégie de décarbonisation, il est impératif, pour nous Africains, de commencer par décarboniser nos esprits des discours trompeurs et manipulateurs, et ne pas succomber aux illusions des solutions technologiques importées qui risquent de se transformer en pièges économiques à long terme pour le continent.
C'est l'occasion pour contester le mécanisme d'appauvrissement carbone aux frontières, car il représente une menace directe pour les économies africaines. Car les pays industrialisés ont un besoin vital de ce mécanisme pour protéger leurs économies et exporter les technologies de décarbonisation. Par ailleurs, les pays africains doivent réclamer le solde des compensations climatiques promises, car les montants actuels sont loin de couvrir les engagements pris, et envisager de demander justice devant les instances internationales habilitées. Parallèlement, un programme de décarbonisation basé sur des technologies locales et endogènes doit être entrepris pour éviter une dépendance excessive aux technologies étrangères, plutôt que de dépendre uniquement des solutions technologiques coûteuses comme les voitures électriques ou thermiques. Et à l'instar des pays nordiques, l'Afrique doit adopter une politique d'aménagement du territoire qui favorise des moyens de transport durables, comme la bicyclette. L'Afrique doit aussi protéger ses forêts contre les pays industrialisés qui cherchent à mettre la main dessus dans le cadre des marchés de crédit carbone. Et le plus important, c'est de lutter contre la corruption, car l'argent sale empêche, entre autres, la prise de décision climatique correcte. Quand comprendrez-vous que la terre est notre mère et le ciel notre frère? Mais l'homme s'acharne à détruire jusqu'au dernier arbre, jusqu'à la dernière goutte d'eau, jusqu'au dernier oiseau, ne laissant derrière lui que désolation. Pourtant, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Pensez-y avant qu'il ne soit trop tard.